Dans cette synthèse, nous aborderons ça va commencer aussi, les enjeux du sanitaire, de la diffusion des reproducteurs et de la semence, à la fois comment produire des animaux à haut niveau sanitaire, également comment surveiller le statut sanitaire, et enfin l'importance du transport et des conditions d'accueil des reproducteurs, puisqu'on ne va pas s'arrêter uniquement à sortir des reproducteurs, après il faut quand même les rentrer dans des élevages. Alors, l'organisation pyramidale de la diffusion génétique, des élevages de sélection aux élevages de... Alors, est-ce que j'ai le point aux élevages de multiplication et de production, permet une diffusion rapide du progrès génétique via les CIA aussi par rapport à la semence. Et l'objectif, c'est d'éviter de diffuser en même temps un certain nombre d'agents pathogènes. Et par rapport à cette organisation, il y a des liens épidémiologiques forts entre les élevages de production et les élevages de sélection, multiplication et CIA. Et globalement, tout élevage de production, de manière directe ou indirecte, est en lien avec le maillon sélection ou multiplication ou semence. De plus, la quasi-majorité des maladies infectieuses se propagent par contact direct, et donc l'introduction d'animaux dans un élevage est bien sûr la voie principale de transmission d'agents pathogènes entre élevages. En ce qui concerne la semence, alors toutes les maladies infectieuses, loin s'en faut, ne se transmettent pas par la semence, mais un certain nombre peuvent se transmettre par la semence. Et de fait, il y a une transmission possible, alors soit par passage direct de l'agent infectieux dans la semence, soit par contamination croisée indirecte au moment de la préparation de la semence. Alors les enjeux, enfin en tout cas l'enjeu principal, bien sûr, c'est la maîtrise de la santé, au niveau individuel et au niveau de la filière, maîtrise de la santé qui passe à la fois par le statut sanitaire des reproducteurs introduits, mais également par les conditions d'introduction des reproducteurs, de manière à ne pas déséquilibrer l'équilibre sanitaire d'un élevage, et on y reviendra après. Et cette maîtrise de la santé, elle a un certain nombre de conséquences. Les conséquences sont bien sûr au niveau de l'élevage, une amélioration, maîtrise de la santé, amélioration des résultats technico-économiques de l'élevage, amélioration aussi des conditions de travail si on a un bon état de santé, et également, et je pense qu'on y reviendra au cours de la journée, une diminution de l'utilisation des antibiotiques. Mais on a également des enjeux au niveau de la filière, en termes de sécurité des aliments, par exemple maîtrise des salmonelles. Également, au niveau de la filière, en cas d'épizootie, on a des conséquences importantes en termes d'accès au marché, en particulier bien sûr pour l'exportation, marché international, et donc soit accès au marché, soit prix, soit les deux d'ailleurs. Et ça concerne tous les maillons de la filière pour l'exportation de la génétique aux produits porcs. Et puis, il peut même y avoir des enjeux au niveau des autres filières animales, en cas d'épizootie commune à d'autres filières, comme par exemple la fièvre afteuse, où là, il y a des répercussions sur toute l'agriculture en France ou sur un territoire. Alors, quels sont les acteurs de la génétique française? Alors, la quasi-totalité des élevages de sélection-multiplication sont adhérents à des organismes de sélection porcine, OSP. Il y en a 9 agréés en France. Et on est sur un nombre relativement restreint d'élevages, sélection 90 élevages en France, environ 10 000 truies, multiplication 240 élevages, environ 40 000 truies. Et il y a 13 CIA en France avec environ 3 400 verras présents en CIA. Donc peu d'acteurs, mais des acteurs diversifiés avec une forte concurrence quand même entre les acteurs. Ces différents acteurs sont regroupés au sein de l'ASP, l'Agence de sélection porcine, qui est une organisation professionnelle. Donc toutes les OSP françaises y sont adhérentes et seulement une partie des CIA. Et l'IFIP intervient au niveau à la fois des OSP, des CIA et de l'ASP en tant qu'appui technique. À noter également depuis quelques années le développement relativement important de l'importation de reproducteurs provenant en particulier d'autres pays de l'Union européenne et tout particulièrement du Danemark, qui change un peu je dirais, le panorama. Alors, j'en viens à la maîtrise du statut sanitaire des reproducteurs. La première étape, ça va être de produire des animaux à haut niveau sanitaire. Et donc, on va avoir deux stratégies. Une stratégie au niveau des élevages fournisseurs de reproducteurs, avec différentes techniques d'assainissement qui existent, que je ne vais pas complètement développer, mais on va en parler quand même deux minutes.
Alors la première, c'est de produire des animaux, ce qu'on appelle EOPS, exempts d'organismes pathogènes spécifiques, et donc qui sont produits soit par hystérectomie, soit par hystérectomie, et ce qui permet de créer un noyau primaire, alors en principe bien sûr au niveau génétique, puisque là on est à l'échelle de la génétique, mais surtout de très haut niveau sanitaire. Et on peut, à partir de ce noyau primaire, suite à des dépeuplements total ou repeuplement ou sur des nouveaux élevages, de créer des élevages secondaires avec aussi un très haut niveau sanitaire. On a d'autres techniques qui ont été moins utilisées en France, mais un petit peu, qui sont par exemple les mises-bas aseptiques. Donc le principe là, c'est de récupérer le porcelet dès la naissance, avant qu'il puisse être contaminé par l'environnement ou sa mère, et de l'élever dans un élevage extérieur à très haut niveau sanitaire, ou dans un élevage neuf. Enfin, en principe, là, on les met sur des truies nourrices. Une autre technique utilisée, c'est le sevrage précoce médicamenteux. Donc là, on ne l'enlève pas dès la naissance, on l'enlève entre 4 et 10 jours après la naissance. On met éventuellement des protocoles médicamenteux pour limiter le risque de contamination du porcelet. Et là aussi, on l'élève dans des sites satellites. D'autres techniques sont aussi parfois utilisées en mélangeant la vaccination, la biosécurité, des antibiotiques, des dépeuplements partiels. Mais vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation. Ces techniques-là sont plus que... déjà s'intéressent en principe qu'à un seul agent pathogène et on est beaucoup moins sûr du résultat, d'où ma flèche. Là, sur de l'EOPS, sur ces techniques-là, on est quasi sûr d'avoir un super bon niveau sanitaire. Alors, au niveau des CIA, on raisonne complètement différemment, puisqu'on ne produit pas des animaux au niveau d'un CIA, on produit de la semence. Donc, en fait, le haut statut sanitaire va être géré par l'origine des verras, qui viennent forcément d'élevage de sélection, alors ou de multiplication mâle, mais d'un point de vue sanitaire, pour nous, la multiplication mâle, c'est le même niveau que la sélection, donc je ne parlerai que de sélection, qui sont forcément réglementairement dans des zones indemnes de maladies contagieuses, et les verras passent par une phase de quarantaine de minimum 30 jours avec un double contrôle sérologique avant l'entrée en quarantaine et avant la libération de la quarantaine pour pouvoir entrer dans les centres d'insémination. Alors bien sûr, ce n'est pas le tout de produire des animaux à haut niveau sanitaire le jour J, c'est surtout de le maintenir, et c'est sans doute là le grand défi ou la grande difficulté, d'où des mesures de biosécurité renforcées au niveau de ces maillons. Alors, en plus des mesures classiques de biosécurité, on insiste sur les principaux intrants en sélection, multiplication et au niveau des CIA. Le premier, c'est les intrants d'animaux. Donc, en sélection, on n'a pas d'entrée d'animaux extérieurs. En multiplication, il y a des entrées d'animaux, mais qui proviennent uniquement d'élevage de sélection dont le statut sanitaire est connu, contrôlé, etc. On travaille aussi sur le risque par rapport à l'air, donc soit sur des localisations en zone faible densité, soit l'utilisation de la filtration d'air. Et là, la France a été, à la fois en CIA et en sélection, les pionniers dans ce domaine. Et d'ailleurs, les Nord-Américains, maintenant, le reconnaissent. Donc, pour une fois qu'on est reconnu, c'est autant le dire. On limite aussi l'entrée de matériel ou éventuellement on le désinfecte. Limiter l'entrée des personnes, avec peu de personnes, première visite, douche, tenue, etc. Et également tout ce qui est transport, avec un accès contrôlé des véhicules, une clôture, etc. Donc l'idée, c'est de maintenir ce niveau de haut niveau sanitaire. Alors, ce n'est pas le tout d'essayer de le maintenir, parce qu'il faut bien quand même le connaître et le surveiller dans le temps. Donc ça va être la deuxième étape. Et pour ça, alors on classe les maladies, alors c'est une classification assez grossière, vous allez voir, en 4 catégories. La première, c'est les maladies réglementées, les ex-MRLC, qui maintenant sont classées en catégorie 1, donc qui concernent en porc essentiellement l'ogeski, la peste, la brucellose. Et là, c'est assez facile, on n'a pas de questions à se poser, puisque la liste des maladies et les modalités de surveillance sont fixées par la réglementation française ou européenne. Donc bon, là, c'est simple, on applique. Et donc, elles sont soit soumises à déclaration, soit en surveillance sérologique. La deuxième catégorie de maladies, c'est les maladies à fort impact qui ont des répercussions cliniques et ou de productivité marquées. Donc, il est important de ne pas diffuser pour des raisons technico-économiques dans toute la filière. Alors là, ça va être essentiellement le SDRP, Lactinobacillus pleuropneumoniae, la pneumonie, la rhinite et à un moment la MAP, mais bon, maintenant on est moins embêté par la MAP. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué parce que la liste de ces maladies et les modalités de surveillance, en fait, ça va être des décisions des acteurs professionnels et j'y reviendrai un petit peu après. Troisième catégorie de maladies, c'est ce qu'on appelle les maladies d'élevage. En fait, c'est des agents pathogènes qui sont présents dans tous les élevages et l'expression clinique va dépendre en fait des conditions d'élevage. C'est par exemple les colibacilles, la parvovirose, etc.
Et là, donc, on n'a pas de surveillance spécifique, mais ce n'est pas toujours évident de décider est-ce que c'est une maladie d'élevage ou est-ce que c'est une maladie à contrôler. Ça a été le cas vers le PCV2 versus la MAP il y a une dizaine d'années, la pneumonie versus le mycoplasme, donc les décisions ne sont pas toujours simples. Et puis la quatrième catégorie, c'est la santé publique, en particulier avec les zoonoses. Alors pour l'instant, on n'est en porc que concerné par les salmonelles, enfin, qui sont en tout cas d'importance. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réglementation à l'étage sélection-multiplication, donc il n'y a pas de surveillance spécifique. Et entre autres parce qu'on n'est pas complètement sûr du rôle du reproducteur dans la contamination au sein de la filière. Donc ce n'est pas forcément là l'essentiel où il faut lutter. Alors ce n'est pas le tout d'établir la liste des maladies qu'on veut ou qu'on ne veut pas. La grosse difficulté, c'est de définir les exigences et en particulier le statut sanitaire attendu. Et ça peut être par exemple l'absence de signes cliniques, soit sur l'élevage fournisseur, soit sur les animaux livrés. Ça peut être un autre niveau, l'absence de lésions à l'abattoir ou en deçà d'un seuil. Et ça peut être aussi l'absence de contaminants, là aussi dans l'élevage fournisseur ou sur les animaux livrés. Alors sur cette absence de contaminants, je vais m'y arrêter quelques minutes parce que finalement, c'est bien la difficulté parce qu'on peut garantir l'absence de quelque chose toujours que par rapport à des méthodes d'analyse et un plan d'échantillonnage. Et donc en santé, on est quand même très très embêté parce qu'autant prouver l'infection, c'est facile. Il suffit finalement de multiplier les prélèvements sur un animal malade ou avec des signes cliniques. Et on va au bout d'un moment trouver l'agent pathogène, alors sauf si on ne le connaît pas, mais enfin bon, en principe on cherche ce qu'on connaît, et c'est à la fois incontestable. On a un résultat positif, c'est bon, c'est réglé. Par contre, prouver qu'un animal ou un élevage est inderne, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus contestable, parce que si on multiplie les prélèvements et les analyses pour essayer de prouver qu'on ne s'est pas présent dans l'élevage, on est vite confronté à des problèmes de faux positifs qui existent dans tout résultat d'analyse, également à des limites de détection des méthodes d'analyse qui peuvent être trop hautes, donc on va passer à côté de l'agent pathogène, surtout dans le cas d'un portage sain, et aussi des difficultés d'estimation de la prévalence. C'est pour ça qu'en sélection-multiplication, et d'une manière générale, on n'aime pas dire qu'on est indemne. On parle d'un élevage ou d'un animal négatif par rapport à un plan de contrôle défini, à la fois méthode d'analyse et plan d'échantillonnage. Alors ce point-là est vraiment important. Garantie d'indemne, personne ne sait faire. Enfin, en tout cas, en élevage de production. Enfin, en élevage, en filière porc. Alors, les moyens utilisés, la première, bien sûr, c'est la clinique, c'est la base du dispositif, avec des visites trimestrielles obligatoires du vétérinaire sanitaire dans les élevages de sélection de multiplication, avec des visites du technicien tous les 3 à 4 semaines, et aussi, bien sûr, avec la surveillance de l'éleveur au quotidien. Et cette surveillance concerne, bien sûr, toutes les maladies, qu'elles soient réglementées ou non. Le deuxième niveau, c'est le contrôle à l'abattoir, alors qu'on a beaucoup utilisé par le passé, faute de méthodes d'analyse disponibles. Bon, maintenant, on l'utilise un peu moins, mais on continue quand même un petit peu, avec des contrôles sur les poumons pour la pneumonie et la pleuropneumonie, et sur les groins pour la rhinite atrophique. Et enfin, le dernier niveau, c'est les analyses de laboratoire qui vont permettre de confirmer un diagnostic ou de vérifier un statut négatif. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de 20 ans ou de 30 ans de surveillance en sélection-multiplication, mais finalement, ça a grosso modo démarré la réflexion collective dans les années 90 jusqu'à l'EQS, et alors je vais vous expliquer après ce que c'est que l'EQS. Donc comment ça a fonctionné? En fait, ça a fonctionné avec un groupe technique sanitaire qui regroupe d'ailleurs, qui fonctionne encore, l'IFIP, l'agence de sélection, les OSP, les CIA, des organisations de producteurs aussi. L'avis de la production est importante, puisque les reproducteurs sont amenés à être diffusés en production, et des experts. Et l'objectif de ce groupe a été de définir les pathologies à contrôler et les modalités de surveillance, et de faire une veille et une validation sur les techniques de laboratoire disponibles. Parce que souvent, ce n'est pas qu'on ne veut pas contrôler, c'est souvent qu'on ne peut pas. Parce que soit il n'y a pas de méthode, soit il y a des méthodes pas fiables, avec trop de faux positifs, par exemple, ou trop de faux négatifs. Et l'objectif de tout ça, ça a été d'obtenir des consensus et de pouvoir aller sur des préconisations. On verra où on en est aujourd'hui. Et je vous ai mis 4 dates clés à retenir parce qu'elles sont importantes, elles sont mal connues, je pense, dans la filière. La première, c'est que depuis 1997, tous les élevages de sélection français et tous les CIA français sont indemnes de SDRP. On est le seul pays, à ma connaissance, d'Europe ou même, si on parle des Nord-Américains, qui ont pu garantir ce haut niveau depuis ces années-là en termes de SDRP. Deuxième date clé, c'était en 1998, apparition de la MAP. Il y a eu tout de suite les acteurs
professionnels qui se sont mis autour de la table, qu'est-ce qu'on peut prendre comme garantie pour s'assurer qu'on ne diffuse pas de la MAP partout, via en particulier la semence ou les reproducteurs. Donc il y a eu un protocole national qui a été mis en place, c'est toujours une application volontaire. En 2005, la surveillance d'Actinobacillus dans les élevages de sélection-multiplication a démarré avec toutes les OSP françaises. Et enfin, en 2014, EQS, qui est la charte sanitaire dans la filière génétique française, est née, entre guillemets. Donc elle a été mise en place par l'ASP et l'IFIP, et il s'agit d'un engagement volontaire des OSP et des CIA dans la surveillance de pathologies non réglementées sur des méthodes et des plans de contrôle définis et les mêmes pour tout le monde. Et ce qui est important, c'est que toutes les OSP et CIA agréées en France ont tout de suite adhéré à cette démarche, donc c'est vraiment une démarche commune et de consensus. Il y a en plus, bien sûr, alors c'est un socle minimum, les structures peuvent faire plus si elles le veulent, et on a aussi un système de contrôle. Tous les ans, l'IFIP, via l'ASP, contrôle 10% des élevages et des centres d'insémination artificielle. Et aussi, nouveauté, on s'est mis à communiquer sur le sanitaire en sélection-multiplication, et ce qui n'était pas forcément la tradition ou la culture dans le passé. Alors, comment ça fonctionne? Je ne vais pas vous détailler tout le tableau, mais vous avez le tableau que vous retrouverez dans le document, une colonne avec les maladies, donc c'est les maladies contrôlées, le maillon concerné, donc soit CIA, soit sélection-multiplication, donc les trois premières, OGSKI, peste porcine, brucellose, c'est déréglementé. Après, vous avez le SDRP qui est concerné dans les CIA et en sélection-multiplication, et les trois autres maladies, c'est les pathologies respiratoires qui n'ont pas de sens, enfin qui n'ont pas de raison en tout cas d'être contrôlées en CIA. Puisqu'elles ne sont pas transmises par la semence. Vous avez après le type de contrôle, est-ce que c'est du réglementaire ou du contrôle EQS ou un plan volontaire? Les méthodes, est-ce que c'est de la sérologie, de la clinique? Alors on est essentiellement sur de la sérologie, quelquefois sur de la clinique ou sur des lésions à l'abattoir. Et la fréquence de contrôle, est-ce que c'est des contrôles mensuels, trimestriels, etc. Et j'ai oublié d'avancer. Alors, en plus de ces contrôles, il y a un certain nombre de démarches de progrès et de surveillance. On ne s'arrête pas là. On se pose la question aussi de l'avenir ou du futur, en particulier en ce qui concerne les salmonelles. On a mené en sélection-multiplication un certain nombre d'études cofinancées et coprises en charge par les OSP et par l'agence de sélection et par l'interprofession aussi, sur de la prévalence et l'épidémiologie en sélection-multiplication. On a aussi progressé sur tout ce qui est bonne pratique, et donc la totalité des élevages de sélection-multiplication ont eu un audit du guide de bonne pratique d'hygiène, plus des audits de biosécurité renforcés, des analyses qualité d'eau, contrôle de nettoyage des infections. Donc c'est fait dans tous les élevages, et la particularité aussi, c'est qu'il y a une remontée de ces informations au niveau de l'ASP puis à l'IFIP, et une valorisation et un traitement de ces informations. L'autre point, c'est d'anticiper, et par exemple, la DEP, dès que ça a apparu en Amérique du Nord, on s'est posé la question comment on se protège pour les importations de reproducteurs ou de semences qui viennent de ces pays, comment on protège la sélection-multiplication. Et si elle apparaît en France, on a un plan de contrôle et une mesure de biosécurité en sélection-multiplication qui est prêt à démarrer. Le transport est une étape clé qu'il est important de maîtriser une fois qu'on a un bon statut sanitaire des reproducteurs, avec là deux choses qui peuvent arriver. Une contamination des reproducteurs dans le camion, soit par voie aéroportée, soit par le chauffeur ou le camion s'il y a des défauts d'hygiène, ou une contamination de l'élevage par le camion qui s'approche. D'où un certain nombre de mesures de biosécurité renforcées, là aussi, que je ne vais pas détailler, mais qui sont par exemple des camions dédiés aux reproducteurs, éventuellement une filtration d'air, et des mesures aussi au niveau de l'élevage, la situation et de l'accès au quai, et un nettoyage désinfection du quai et du local d'embarquement après chaque départ. Une fois qu'on a transporté nos animaux, ils arrivent dans notre élevage receveur, élevage de production. Donc là, ce qui est important, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut comme statut sanitaire dans l'élevage receveur? Alors, il peut y avoir deux politiques. Certains vont dire, bah oui, mais si j'ai un trop gros différentiel, je mets du très haut niveau sanitaire dans du moyen, voire mauvais, je vais déséquilibrer ma balance, et donc je vais à nouveau avoir de la pathologie, soit sur mes reproducteurs, soit dans tout l'élevage. Mais à l'inverse, c'est sûr que si on rentre toujours des reproducteurs contaminés, on ne va jamais se débarrasser du contaminant. Donc en fait, c'est un espèce d'équilibre par rapport à ça. Il faut connaître le statut de l'élevage receveur, sa dynamique d'infection, et adapter
faire une adaptation des reproducteurs dans une quarantaine qui a vraiment un rôle prépondérant. Je ne vais pas détailler ce point-là, mais vous le retrouverez un petit peu dans le document. Hein. Et force est de constater, dans les différentes enquêtes qui peuvent être menées, hein, que les conditions de quarantaine en France, elles sont quand même souvent insuffisantes, hein, à la fois en termes de conception, de confort, de durée, de conduite et d'adaptation au microbes. Donc beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Donc en conclusion, hein, la première question qu'il faut se poser pour maîtriser le sanitaire dans la filière génétique, c'est qu'est-ce qu'on veut comme statut sanitaire attendu? Ça ne sert à rien de demander des exigences. Des fois, à l'importation, on a des exigences sur des maladies qu'on ne connaît même pas. Hein. Donc qu'est-ce qu'on veut comme statut sanitaire? Donc après, c'est le connaître au niveau de l'élevage fournisseur, le sécuriser par la biosécurité et le surveiller par un plan de contrôle. Il faut maîtriser le transport, autrement on aura un jour ou l'autre un incident. Et au niveau de l'élevage receveur, connaître le statut de l'élevage et avoir une gestion de la quarantaine adaptée. Et tout ça nécessite une implication importante de l'encadrement sanitaire à tous les niveaux, hein, au niveau de la sélection, multiplication et de la production, et également nécessite une transparence et une communication entre les différents maillons. Transparence sur les statuts sanitaires et communication. Alors pour terminer, je voudrais remercier l'ensemble des OSP et CIA agréés en France, hein, avec qui, depuis plus de 20 ans, on a réussi à travailler en commun, hein, et pour la confiance aussi qu'ils nous ont accordée sur ces dossiers-là. Et je vous remercie de votre attention.